Bonjour et bienvenue sur l'antenne de Logos FM dans l'émission Entreprise et Passion où je reçois chaque semaine un chef d'entreprise qui va nous faire partager, alors oui, son parcours, son activité, mais surtout la passion qui le porte et les enjeux qui le motivent. Je reçois aujourd'hui Frédéric Daumont, président de SICABA. Frédéric, bonjour. Bonjour Marie-Luce. Alors, vous allez nous parler de ce parcours long, riche, fructueux. Racontez-nous votre histoire, Frédéric. Plusieurs vies dans ce parcours. Auvergnat d'origine, études classiques à la faculté d'économie à Clermont-Ferrand, un passage à Lyon au service militaire et un premier emploi sur la Côte d'Azur. J'étais passionné de bateaux et un jour je reçois un coup de fil alors que je terminais ma maîtrise de sciences éco. Notor Swan, qui est un peu la Rolls-Royce des voiliers, ouvrait un chantier à côté de Monaco. Et j'ai pu avoir la chance de participer au montage de ce nouveau chantier pendant quelques années. Donc ça a été intéressant. J'ai découvert les questions de communication à ce moment-là, les sujets d'animation d'un gros réseau de revendeurs et d'utilisateurs. Ensuite, comme tout Auvergnat, à un moment, je suis monté à Paris. Voilà, pendant quelques années aussi, où j'étais directeur de salon dans une boîte d'événementiel. Après, je suis parti à Lyon, m'occuper de gestion de patrimoine et puis d'immobilier sauvegardé. Là encore, je me suis occupé de la com dans ce secteur-là. Et puis après ce parcours un peu divers, j'avais un peu la fibre entrepreneuriale qui me grattait. On arrive à la fin des années 2009. Moi, mon métier de la communication, je le voyais bouger, se transformer. On était au début des réseaux sociaux, au début des questions d'entreprises collaboratives, on appelait à l'époque l'entreprise 2.0. C'était les réseaux sociaux d'entreprise. Et puis en croisant ces questions-là avec un sujet qui m'intéressait, qui était le e-learning, enfin la formation, je suis tombé sur les premiers écrits qui parlaient de social learning, donc l'apprentissage collaboratif. C'était essentiellement des experts ou des théoriciens anglo-saxons qui parlaient de ce sujet-là. Donc j'ai monté premièrement un blog qui a parlé de ce sujet pour le faire connaître en France, puisqu'il y avait très peu de choses qui parlaient de ce sujet-là très opérationnellement, qui s'appelait Entreprise collaborative. Le blog, c'est devenu un think tank avec 200 spécialistes à travers le monde qui partageaient des idées, des écrits sur ce sujet-là. Et puis très rapidement, j'ai monté ma première boîte qui s'appelait Social Learning, tout simplement, où on accompagnait les organisations sur ces logiques d'apprentissage collaboratif, puisqu'on n'apprend jamais tout seul, on apprend toujours avec les autres. À cette occasion, j'ai fait mes premières conneries d'entrepreneur. C'est bien. Donc il faut toujours tomber plusieurs fois. Donc là, je les ai faites à ce moment-là. La première connerie, c'est que je suis parti tout seul. C'est compliqué de se lancer dans l'entrepreneuriat seul, parce qu'il y a des hauts, des bas, et sans partenaire, c'est plus difficile à encaisser. Et puis la raison principale des échecs que j'ai pu connaître dans ce projet entrepreneurial, c'est que je suis parti beaucoup trop tôt par rapport au marché. Je me suis épuisé à évangéliser sans pouvoir réellement faire décoller mon activité. Je reviens après en Auvergne au début des années 2010. Et puis je relance un projet, voilà, en me disant ce coup-ci je ne vais pas refaire les mêmes conneries. En revenant sur Clermont, ça faisait une petite vingtaine d'années que j'étais parti, je me suis réinséré dans l'écosystème. Et puis voilà, à un moment, on a créé notre entreprise qui est devenue SICABA. Alors SICABA, ça se prononce, il n'y a aucun problème, mais là aussi, il y a une vraie histoire derrière ça. La vraie histoire de SICABA, alors au début, quand on a lancé l'entreprise, son nom juridique est simplement LIF, c'est les initiales des fondateurs. On a été rejoint par Laurence Benoît, qui était responsable RH dans un grand groupe. Et de fil en aiguille, au début, on n'est pas parti avec cette marque-là, mais de fil en aiguille, on arrivait sur un sujet qui était le sujet de la prévention. Et puis, on a cherché une idée de produit, de marque. Et puis, on est tombé sur le nom d'une petite chouette, d'une famille de petites chouettes qui vit dans les forêts.
petite chouette qui fait beaucoup de bruit quand il y a un danger qui s'approche et du coup qui avertit tous les animaux à côté d'elle du danger. Donc ça nous a paru faire sens par rapport au projet qu'on portait, qui était justement de travailler dans la prévention des risques. D'où l'histoire d'Osikaba, qui n'a rien à voir avec Chewbacca ou des choses comme ça. On a beau être le R2D2 de la prévention, on n'a rien à voir avec Star Wars. Voilà. Alors, une chouette, d'accord, mais cette chouette, c'est donc une plateforme. Comment on peut expliquer l'objectif de cette plateforme et au final, le produit que vous commercialisez autour de ça? Alors, on intervient dans un sujet que tout le monde connaît plus ou moins dans sa vie professionnelle, c'est la gestion des risques professionnels. Quel que soit votre secteur d'activité, à un moment, vous êtes confronté à cette question-là. Cette question-là, de toute façon, elle est gravée dans le Code du travail. Tout employeur se doit de veiller à la sécurité, à la santé des employés qui sont sur son site. Ça peut passer par des actions de sensibilisation, des actions de formation. C'est-à-dire que quand vous arrivez sur un site, vous devez en théorie connaître les consignes de sécurité de ce site. Je vais vous donner un exemple. Souvenons-nous, 2011, juste après les attentats, catastrophe énorme à Toulouse, la moitié de la ville qui est rayée de la carte quasiment. On pensait à l'époque que c'était un attentat, enfin il y a eu différentes rumeurs. Le sujet, une fois qu'on a enquêté, était beaucoup moins complotiste. C'était simplement que sur un site où on fabriquait des poudres explosifs, on avait un sous-traitant qui était en charge du retraitement des déchets avec des employés qui stockaient des produits dans des entrepôts. Ces employés n'ont jamais eu de formation et de consignes de sécurité. Donc à un moment, ils ont stocké le produit A avec le produit B et ce qui ne devait pas arriver est arrivé, c'est-à-dire une énorme explosion. Donc c'est un cas qui peut parler de, à un moment, quand je ne donne pas les consignes, ça peut tourner à une catastrophe. Donc c'est important d'inculquer une culture sécurité dans les entreprises au quotidien. Et il n'y a pas de bouton magique, il n'y a pas de pilule magique pour faire cela. Il faut répéter les messages, il faut transmettre le plus tôt possible dès qu'un collaborateur arrive dans une entreprise ces messages-là et les répéter tout au cours de sa vie professionnelle. Donc nous, on est arrivé sur ce sujet-là, pas par hasard, mais parce que quand on a créé notre société, nos clients petit à petit nous ont amenés sur le sujet de la prévention. Et petit à petit, des clients nous sont venus nous voir en disant ce que vous faites, ça nous intéresse, mais nous, on a des problématiques dans la prévention. Et à un moment, c'est Sanofi qui est venu nous voir pour leur plus grand centre de recherche qui est basé en France, sur des logiques d'accueil sécurité. Vous êtes obligé de communiquer vos consignes de sécurité à toute personne qui doit rentrer en autonomie sur votre site. Bon, il y a la théorie. Chez Sanofi, c'était plutôt c'était bien organisé. Mais malheureusement, il y avait des trous dans la raquette. C'est-à-dire que c'est compliqué à organiser. Si moi, je dois intervenir, je ne sais pas, en urgence à 21h sur le site, je vais rentrer sur le site et sans avoir mes consignes de sécurité. C'est beaucoup de temps pour les équipes. Donc, on a commencé à travailler sur un prototype pour ce client. Et puis, on s'est rendu compte que sa problématique à lui n'était pas isolée. Enfin, c'était une problématique de marché qui était largement partagée par le marché. Le marché se divise en trois. Il y a ceux qui font rien. Il y a celles qui essayent de faire, mais qui n'y arrivent pas, qui sont débordées par des agendas, c'est compliqué à organiser. Et puis il y a ceux qui font plus ou moins bien, mais toujours avec des trous dans la raquette. Donc on a développé une solution qui permet de diffuser ces questions de prévention, de formation, de sensibilisation autour des consignes de sécurité, des consignes d'hygiène, des consignes de qualité, ça peut être des éléments comme ça, des consignes de prise de poste de travail, pour qu'elles soient immédiatement disponibles auprès de populations qui sont très hétérogènes et que le dispositif tourne quelque part en autonomie sans surcharger les équipes QSE. Donc on a fait un premier pilote pour cette entreprise-là et puis maintenant on en est à la 3e version de notre solution et on a maintenant une solution qu'on appelle inclusive, c'est-à-dire qu'elle peut tourner en autonomie, quel que soit le niveau de littératie, c'est-à-dire d'alphabétisation des personnes que l'on doit former. Et depuis qu'on opère, je croise les doigts, mais on voit qu'on a vraiment un impact très fort sur la baisse des accidents au sein des équipes.
Oui, c'est le retour que vous font vos clients en disant l'installation ou l'arrivée de cette plateforme auprès de nos collaborateurs et de nos accueillants a diminué le risque de survention. Alors au début, quand on a commencé sur ce sujet-là, on n'osait pas avoir cet argument de dire avec SICABA, vous allez baisser le nombre d'accidents au sein de vos organisations. Par contre, on voit qu'on a un impact parce que justement, on bouge des trous dans la raquette. On a des dispositifs qui sont de plus en plus intelligents et qui permettent de faire de la remédiation. C'est-à-dire que quand on voit qu'il y a un comportement déviant, on va faire des piqûres de rappel. En fonction d'un certain nombre d'éléments, la plateforme va proposer des actions de rappel aussi. Et puis les équipes QSE gagnent du temps avec nos dispositifs et peuvent aller plus loin dans l'organisation de leur process de prévention. C'est-à-dire qu'ils peuvent animer, piloter ces éléments-là de plus en plus finement. Et donc au final, oui, on a un impact sur la qualité déjà de vie des collaborateurs puisqu'ils travaillent en sécurité. Alors je vous propose, Frédéric, de marquer une pause sur Logos FM, de nous retrouver dans quelques minutes sur l'antenne. Ne quittez pas, nous revenons très vite parmi vous. Merci d'être fidèle à Logos FM dans l'émission Entreprise et Passion où je reçois cette semaine Frédéric Daumont, président de SICABA. Frédéric, on parlait donc de l'entreprise, de cette plateforme dédiée à la sécurité, à l'anticipation. Et puis, vous nous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes un Auvergnat passionné, fier de son territoire sur lequel vous avez déjà beaucoup investi, vous vous êtes beaucoup engagé. Et là, l'actualité sanitaire vous a donné l'envie d'aller encore plus loin et de mettre la compétence de l'entreprise au service de votre territoire. Alors au service du territoire, et puis de toute façon, l'actualité, on est au cœur de cette actualité depuis le mois de mars. Nous, on opère auprès d'entreprises essentiellement industrielles. Quand la Covid est arrivée sur notre territoire, on s'est tout de suite mis en ordre de bataille. Pour répondre aux besoins de nos clients avant même qu'ils nous questionnent sur le sujet. C'est-à-dire qu'on leur a mis à disposition des parcours Covid qui étaient maintenus tous les jours, mis à jour tous les jours en fonction des actualités ou des itérations des autorités gouvernementales. Ça a permis à ces entreprises déjà de continuer à pouvoir opérer en sécurité avec leurs collaborateurs. Quand on est rentré en confinement, un certain nombre de sites continuaient à fonctionner, un certain nombre de sites qui étaient nécessaires à l'activité en France, que ce soit des sites logistiques, des sites agroalimentaires, des sites pharmaceutiques ou des sites de sous-traitants qui fabriquaient des masques. Et donc il fallait justement leur donner nos dispositifs pour qu'ils puissent opérer en sécurité et en toute légalité. Donc on a gratuitement, puisque la question n'était plus économique à ce moment-là, juste bien aimé qu'elle soit économique pendant cette période, mais si vous voulez, nos acheteurs étaient plus présents derrière le téléphone. Pourtant, les besoins étaient là. Donc, on a fait le choix de distribuer massivement notre solution pour ces sites-là. Un petit aparté pour vous donner un exemple, c'est que, si vous vous souvenez bien, Amazon, à ce moment-là, avait été fermé. Enfin, tous les sites en France avaient été fermés. Une des raisons de cette fermeture, c'est que Amazon disait non, mais nous, on a expliqué toutes nos consignes de sécurité, nos collaborateurs travaillent en sécurité. Et puis, les autorités judiciaires et la Cour d'appel de Versailles a rappelé à Amazon et a rappelé à tout le secteur, enfin à tout le monde économique, que pour fonctionner en sécurité, vous devez transmettre vos consignes de sécurité, mais elles doivent être individualisées. Donc ça doit être vraiment spécifique poste par poste. Vous devez vous assurer que les personnes les aient comprises. Et puis vous devez avoir une traçabilité complète de ce dispositif. Amazon, eux, ils avaient le petit papier qui était distribué à l'entrée de l'usine et puis des films
informatifs qui tournaient en boucle sur des écrans géants. Ça, c'était pas suffisant. Donc nous, nos clients, ou ceux qui ont choisi la solution à ce moment-là, ils pouvaient opérer en toute légalité et en toute sécurité parce qu'ils pouvaient donner au jour le jour les consignes de sécurité auprès de leurs collaborateurs ou d'entreprises extérieures qui intervenaient sur le site. Et vous avez évoqué aussi quelque chose d'important, et on va en reparler là, c'est la notion de traçabilité, puisque votre plateforme permet de conserver, mais en même temps, elle est ce que l'on appelle RGPD. Donc, elle est RGPD par nature, parce que quand le RGPD est arrivé, donc le règlement général sur la protection des données européen, quand ce sujet-là est arrivé, on avait monté une plateforme pour former les collaborateurs à ce sujet-là. Et donc, en montant une plateforme sur ce sujet-là, on s'est dit ce serait mieux qu'on soit nous-mêmes RGPD. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a redéfini un peu notre plateforme pour toutes ces questions de données. Donc on est un acteur engagé, on l'était déjà pendant le Covid, et puis maintenant on voit arriver ces contraintes supplémentaires qui vont sur le monde de la restauration, avec une sorte de confinement, enfin le couvre-feu, puis de nouvelles obligations pour ces restaurateurs. On est nativement avec SICABA justement sur la gestion des risques, sur la prévention, et notre solution, elle est, comme vous le disiez, elle est RGPD, c'est-à-dire qu'on fait très attention à nos infrastructures, où elles sont. Nos données ne sont pas éparpillées à travers le monde n'importe où. Elles sont stockées sur des serveurs en France. On fait attention à la sécurité de nos données. C'est vraiment vital pour nos clients. Imaginez, vous avez un site industriel, nous on a toutes les données d'entrée-sortie, de quelle entreprise, à quel moment ils rentrent, ils pénètrent sur le site. Ça, avec un petit peu d'intelligence, vous pouvez déterminer sur quoi ils travaillent ou quelles sont leurs problématiques actuellement. Et vous êtes hébergé à Village Bail, Crédit Agricole Centre France, à Turing 22, et avec Village Bail, vous avez imaginé quelque chose pour les restaurateurs, mais vous l'avez imaginé en plus en mettant cet outil de manière totalement bénévole. Oui, alors nous on a un modèle économique qui est de proposer notre solution au monde industriel. On n'a pas vocation à travailler avec les restaurateurs. Quand le sujet du cahier de rappel, donc l'obligation pour les restaurateurs de lister, de prendre les coordonnées de leurs clients, de le garder, mais pas plus de 14 jours, en faisant attention que les données ne soient pas volées, qu'elles soient lisibles pour les services de santé. Quand j'ai vu arriver ce sujet-là, avec les équipes, on s'est dit, mais nous, notre solution, elle fait ça de manière naturelle. Aujourd'hui, ils font comment ? Tout de suite, c'est cahier papier pour l'essentiel des restaurants. Donc le cahier papier, si vous regardez, d'autres pays l'ont mis en place avant nous, par exemple cet été ou un peu avant en Allemagne ou en Italie. Ça a créé de nombreuses polémiques. Sur la sécurité des données, sur l'utilisation des données par les restaurateurs pour d'autres sujets que tracer en cas d'enquête, de cas de contact. Des données peuvent être égarées. Il y a tout un sujet qui est une sorte de patate chaude pour les restaurateurs qui n'ont pas que ça à faire en ce moment, les pauvres. Et qui pourtant ont l'obligation d'avoir ce carnet. Oui, c'est une obligation pour eux. Donc c'est comme tout le paquet de consignes de sécurité qu'ils ont à gérer tout de suite, ils ont cette obligation à partir du moment où vous rentrez en mesure renforcée de Covid. Donc vous avez développé une extension, on va dire, de ce qui existe déjà au sein de SICABA, et vous le leur avez proposé. Vous êtes en train de le leur proposer. Alors on le propose depuis une semaine, donc on a déjà des restaurants qui ont été un petit peu pionniers sur le sujet. C'est une version un petit peu simplifiée de SICABA. La différence de ce que l'on a pour nos clients, nos clients normalement, ils ont accès à des tableaux de bord pour pouvoir piloter leur dispositif. Dans le cadre du cahier de rappel que l'on développe et qu'on met effectivement bénévolement à disposition des restaurateurs, on a travaillé pour que les restaurateurs n'aient accès à aucune donnée. C'est un bloc noir,
une boîte noire pour eux. Donc ils s'exonèrent de toute responsabilité, de tout débat sur qu'est-ce que vous allez faire de mes données, et mes données, est-ce que vous allez les effacer au bout de 14 jours. Donc notre dispositif est automatisé. On a des scripts qui effacent tous les 14 jours les données. Et il y a... Bon, j'ai mes équipes techniques qui peuvent avoir accès au logiciel pour des opérations de maintenance, mais les seules personnes qui auront accès aux données d'un restaurateur, enfin d'un restaurant à un instant T, c'est les autorités de santé. Donc c'est une garantie pour les restaurateurs de, au moins ce sujet-là qui est un petit peu polémique, avec SICABA, au moins ils s'enlèvent cette épine du pied, ils peuvent se concentrer sur leur métier. Et une utilisation pour les clients de ces restaurants qui est en plus facilitée. Alors c'est extrêmement simple, mais c'est comme d'autres dispositifs qu'on voit digitaux. C'est vous arrivez au restaurant, chaque restaurant a un QR code particulier, vous avez juste à le flasher avec votre téléphone, ça vous ouvre un formulaire, vous remplissez les informations et juste les informations nécessaires qui sont demandées par les autorités, c'est-à-dire prénom, nom, numéro de téléphone. Le téléphone, enfin l'application se referme automatiquement et voilà, vous pouvez dîner ou déjeuner en tranquillité. En gardant le masque, bien sûr, on le rappelle, puisque il a été demandé qu'il soit porté. Frédéric, merci infiniment. Merci pour ce geste qui est assez exceptionnel, mais qui est aussi un acte de solidarité de chef d'entreprise auprès de son territoire, voire au-delà. Au-delà, oui, on va pas fermer la porte à un restaurateur qui serait de l'autre côté de la frontière auvergnate. Donc tous les restaurateurs qui sont intéressés par cette offre peuvent nous contacter. Il y a une page spécifique sur notre site internet CICABA.com. Frédéric, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été fidèle à Logos FM et nous vous retrouverons prochainement pour d'autres émissions. Très bonne semaine.